Qui rencontre des problèmes avec ces emballages? Ah, personne non plus. Je sais pas, les emballages, c'est pour les micro-pousses coupées ou pour la culture? Ah bah, alors, vas-y, explique-nous comment tu Plutôt travailles. les problèmes, c'est que donc moi je travaille en barquette plastique Ouais. et on essaye de les réutiliser le plus possible, mais au bout d'un moment ça se casse. Enfin, ça se fissure et à force de les laver, etc. Donc vous je sais avez pas, utilisation tu travailles sur un substrat, sur substrat inerte, sur chambre, tapis de chambre. champ. Ok. D'accord. Tapis de chambre, plutôt contente puisqu'on peut le recycler, le composter, mais le recycler pour autre chose, hein, pas pour les micro-pousses. Par contre, les barquettes en plastique, au bout d'un moment, on a beau les utiliser, au bout d'un moment, ça casse. Et est-ce que tu sais ce que c'est comme type de plastique? Non, je peux regarder. Est-ce qu'il y a d'autres problématiques ouais. Nous, on utilise du plastique, des barquettes plastiques. On ne peut pas les réutiliser parce qu'elles sont expédiées vers nos clients. Et on a beaucoup réfléchi à nos emballages parce que ça nous embêtait au départ d'utiliser du plastique. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'alternatives. En tout cas, on n'en a pas trouvé. Il y a des bio-emballages, mais qui ne se stockent pas, qui ne supportent pas la chaleur et qu'en général, il faut acheter par camion entier. Et en plus, le problème de ces emballages en matière biodégradable, c'est qu'ils sont biodégradables dans des composteurs industriels auxquels personne n'a accès, donc ils finissent à la poubelle. Et du coup, c'est vrai que nous, on utilise beaucoup de plastique, on aimerait utiliser autre chose, mais on n'a pas trouvé mieux. S'il y a des idées. Les bioplastiques, là, c'est à base de... Des amidons, de manioc, de canne. L'acide polylactique, c'est à base d'amidon. D'accord. Et là. Parce que ça coûte très cher. Et ça coûte très cher. Et il y a certains films transparents qui sont faits en cellulose de bois, qui sont biodégradables en composteur industriel, qui sont faits spécialement au Japon. Donc c'est pareil, on importe un truc qui est fait au Japon. Du coup, et tu l'as déjà testé ou pas du tout? Non, j'ai pas testé, mais en fait, est-ce que ça a du sens d'importer un truc qui vient Oui, mais du est-ce qu'on Japon? pourrait le faire fabriquer en France? Ah oui, ça c'est encore une Si question. on trouve la solution idéale, est-ce qu'on peut suggérer aux industriels on peut rêver, mais je sais pas. Les barquettes sont fabriquées où? Les barquettes, nous, ce qu'on utilise en Italie en général, les emballages, il y a beaucoup. C'est quoi vos critères pour le choix des emballages? Recyclé, recyclable. Ouais. La provenance, du coup, si je comprends bien. Supporte l'humidité. Supporte l'humidité. La chaleur. Qui ne perd pas d'humidité non plus. Oui, il faut que ce soit hermétique. Oui. Après, c'est coupé ou non coupé. Hein. Ouais. Pour les couper, il faut que ce soit vraiment. Apte au contact alimentaire. Contact alimentaire, ouais. Et transparent ou pas pour que les gens puissent voir à travers? Parce que souvent, c'est ça le problème. Ça joue aussi, la Ça joue, transparence. mais Oui. c'est pas le plus important. Non, on pourrait éviter la transparence avec effectivement de la pression, de l'image. C'est vrai que c'est des produits qu'on vend qui ne sont pas très connus du grand public. Et l'aspect visuel, maintenant c'est des choses sur lesquelles on peut réfléchir. C'est pas techniquement obligatoire. Nous on fait des micro-pousses coupées, donc on est dans des barquettes en plastique transparentes. Effectivement là j'ai du mal aussi à avoir des solutions pour remplacer ça. Par contre, dernièrement, on était en contact pour une autre de nos activités pour la pépinière, donc plutôt pour des godets forestiers par exemple. On a été en contact avec une structure qui se développe, qui s'appelle Wallipot, qui crée une filière circulaire avec la laine de mouton déclassée, qui n'est pas utilisée aujourd'hui en filière française parce qu'il n'y a pas assez d'utilisation d'usage. Et ils arrivent à faire WO2LY-POT. Et ils arrivent à faire des barquettes de différentes formes. Aujourd'hui, c'est un peu le pot classique comme on met son plan de tomate. Hein. Donc je me demande si ça peut pas être une alternative intéressante pour les micro-pousses en barquette à couper. Puisque derrière, ça peut... Mais il n'y a pas le bon format pour l'instant. Ils peuvent développer n'importe quel format. leur demander de développer un format. C'est une histoire de moule, une histoire de marché. Et vous avez déjà testé les Wallipot sur d'autres activités? Là, je vais les tester sur nos plants de pépinière, parce que c'est des arbustes, des arbres. Mais ils ont déjà fait pas mal de tests sur le fait que leur liant, c'est des algues, donc ça amène aussi un peu de nutrition a priori.
Enfin, je ne saurais pas en parler aussi bien qu'eux, donc, mais je donne juste cette petite indice qui ça vaut le coup de regarder et je pourrais me renseigner et transmettre ensuite. Un label contact alimentaire ou pas du tout? Ils sont pas du tout là. Je pense pas. C'est ça. À ce jour. Mais est-ce que tu as besoin du contact alimentaire pour la micropousse. avoir un substrat? C'est obligatoire. Oui, non, mais je me questionnais sur même quand c'est pas coupé. Là aussi, il y a du substrat. Là aussi, il y a du substrat. Oui, à partir du moment où il y a un contact, un endroit ou un autre, même si c'est sur substrat, à un moment il y a un contact entre l'aliment et l'emballage plastique, il doit y avoir alimentarité. Et c'est votre responsabilité à vous, conditionneur, qui est impacté. C'est-à-dire que si on vous vend un pseudo-emballage en vous disant commercialement si ça convient pour les micro-pousses, mais vous n'avez pas les preuves et que derrière il y a une migration chimique, c'est votre responsabilité en tant qu'emballeur. On ne peut pas te retourner. Non, on ne peut pas se retourner contre le fournisseur d'emballage. Ok. Est-ce que vous avez d'autres enjeux concernant les emballages? Et le verre, du coup, pour les micro-pousses coupées? Le verre. Là, on a un risque de casse. J'imagine Il y a des risques de verre, là, que c'est bout de verre dans les produits alimentaires, ça passe pas non plus. Ah oui, mais le risque bris de verre sur la micro-pousse, il faut le voir. Le Hein, liquide, c'est la même chose. C'est différent d'un pot de couscous? Ouais, c'est ça. Enfin, le verre, il est utilisé dans toutes les conserves. Après, c'est de faire du verre avec recyclable ou enfin avec consigne. Voilà. Après, c'est le coût aussi. Hein. Bah, ouais. Le coût d'un pot de verre. Le poids, et puis aussi, on oublie toujours le verre, s'il est lavé, réutilisé écologiquement, ça va. Si c'est reconditionné écologiquement, c'est une catastrophe. Ouais. C'est-à-dire casse brisé et refondu. Ouais, refondu, ouais. C'est agroécologique énorme. C'est pour ça qu'il donne des consignes. Voilà, alors maintenant ils se développent justement dans les conserves, dans les bouteilles, il commence à se développer des filières de récupération, de lavage et de remise sur le circuit de bocaux ou de bouteilles qui sont normalisées et que les producteurs peuvent racheter propres. Mais nous, surtout des petites structures, récupérer les bocaux et tout ça, il faudrait avoir une chaîne de lavage avec un HACCP et du bazar, tellement énorme que ce serait économiquement pas possible. Je voulais savoir sur vos produits, c'est quoi votre zone d'achandise, enfin, parce que par rapport à l'emballage, ça joue. Ah oui. Si c'est du local sur Poitiers ou c'est sur l'ouest de la France ou je sais pas quoi, ça joue. Et puis, quelle durée de vie vous avez sur vos produits? Durée de vie, c'est-à-dire ils sont consommés dans les 2 jours, 3 jours, enfin parce qu'en coupé c'est très court, sur substrat ça doit durer un peu plus longtemps, enfin est-ce que vous raisonnez l'emballage en fonction de ça? Oui, et puis il y a une durée de vie en fonction de l'emballage qui n'est pas le même. Oui. C'est-à-dire que si on emballe... Mais moi c'est plutôt l'inverse que je fais, c'est l'emballage en fonction de la durée de vie recherchée. Ah oui. Nous, c'est à peu près une semaine chez le grossiste, une semaine chez le chef, la durée de vie. 2 semaines? Ouais, on est en substrat. Substrat, ouais. Et la zone d'achandise, c'est la France entière. Donc effectivement, il faut des emballages qui protègent le produit. C'est le premier rôle de l'emballage, hein, c'est le JDG. C'est 100% substrat, oui. Ouais. Et j'ai une question, est-ce que l'emballage de commercialisation peut être différent du contenant de culture? Alors nous, on a un emballage de commercialisation en plus du contenant de culture. Mais par contre, transvaser le micro-pouce ça c'est pas possible. Ça l'abîme, c'est trop de boulot. Donc tu as le contenant dans l'emballage. Ouais. Une question là-bas? J'aurais besoin d'une information pour essayer de trouver une solution. Je fais une hypothèse, tout est étudié. Si je réussis à développer une barquette en palme CC et avec un système de fermeture en tissu cire d'abeille, on a besoin de savoir un rapport prix, quantité du produit et volume pour pouvoir développer un système par rapport à une chaîne que j'ai déjà créée et essayer de développer un produit qui puisse être applicable. Moi, je peux répondre
déjà un problème technique. Alors là, ce serait plutôt par rapport à la micropousse coupée. Moi, j'ai fait des tests avec de la bagasse, donc c'était pas de la paille, mais c'était la bagasse, c'est la fibre de canne à sucre. Et le problème, c'est qu'on met nos produits dans des frigos qui sont des froids ventilés. Et alors là, j'avais fait des tests sur la micropousse et de la graine germée, mais le produit meurt très vite parce que les froids ventilés, ces boîtes-là ne sont pas étanches à l'air. La palme aussi. Alors, comment? C'est la La palme. palme. La palme. La palme pressée, elles sont complètement. Oui, c'est un végétal compressé qui fait une boîte. Alors là, il se trouvait de la canne à sucre, mais je ne vais pas essayer avec de la palme, mais ce sont des boîtes qui sont perméables à l'air. Alors il faudrait les filmer à l'intérieur en plastique. Il faudrait qu'il y ait un film plastique à l'intérieur. La palme a déjà été plastique en fait. Ah ouais? Ah bah alors il faudrait le tester. Mais et moi, je vais soulever un autre problème, je ne sais pas si vous le rencontrez aussi, peut-être un dernier problème par rapport aux emballages, c'est qu'en fonction, si on utilise des supports de culture, des barquettes de culture trouées ou pas trouées, parce que quand moi je livre, alors surtout quand on livre de la restauration sur pied, vous le savez que nos produits arrivent dans les cuisines et dans les frigos des cuisines. Et donc, on est tenu aussi de leur apporter au moins une connaissance ou qu'ils aient un système, si jamais c'est troué, donc qu'il ne puisse pas y avoir, par exemple, des gouttes qui coulent sur la crème chantilly qui est en dessous, quoi, dans le frigo. Et donc, moi, personnellement, ça fait partie des choix j'ai fait des plateaux fermés, parce que je ne voulais pas avoir à mettre, comme j'ai vu tu mets tes barquettes trouées dans des barquettes en carton qui sont filmées, donc en plus il faut protéger. Si c'est de la barquette en carton, il ne faut pas que le carton puisse être mouillé, parce que sinon il peut y avoir contamination si le carton est ramolli. Donc tout ça c'est quand même assez complexe aussi. Vous pouvez l'imaginer troué, donc, en fait avec le système du percule, les trous sont bouchés, quand il est mis dans le frigo, il y a une première opération pour que ça respire, pour augmenter pour avoir l'air qui passe et augmenter la conservation du produit. Moi j'ai vraiment juste besoin d'un cube pour pouvoir... 2 centimes par barquette. Voilà. Ouais. 2 centimes par barquette. C'est ça aussi, c'est cet ordre d'idée. Et là, on est sur du plastique rigide ou du plastique plus... Ça ressemble à ça, un peu plus Bon, bah, on tient peut-être une solution. Dernière remarque? Ouais, pour répondre, en fait, c'est une vingtaine de centimes le couvercle plus le pot, c'est de la micropousse coupée. C'est soit du RPET, c'est soit du PET recyclé, je crois. Ouais, c'est du RPET. Une vingtaine, entre 20 et 30 centimes le pot plus couvercle. Après, on met une étiquette aussi, donc je ne sais pas si dans le cas des emballages de centimes. Vous, c'est 20 et là, c'est 2. Hein. Oui, mais là, c'est uniquement la barquette de culture. Ah, le volume? Ah, c'est 500 ml. Le total, Et donc, qu'est-ce que tu proposes? Tu peux faire des tests, voir un peu si au niveau coût, ça rentre dans le... J'avais besoin plus d'une information comme on vient de me donner, où effectivement sur les 20 centimes pour 500 ml, c'est quelque chose que je peux étudier, faire l'étude de marché et voir si c'est réalisable ou pas. Et tu reviens vers nous dès que tu as des résultats? En fait, le système de couvercle de fermeture par tissu cire d'abeille, ça a un coût, mais c'est réutilisable. Et donc en fonction dans le magasin sur lequel on va commercialiser, si c'est une commercialisation, et là dans les restaurateurs c'est particulier, donc ça va être vendu tel quel, donc il faut l'incorporer dans le paquet. Et si c'est du particulier, on peut l'inviter à participer au coût du contenant. Parce que lui il va le réutiliser comme ça se réutilise, comme pour c'est réutilisable, réutilisable. C'est un tupperware, sauf qu'il est naturel, c'est de la cire d'abeille. Pour ceux qui connaissent, qui sont déjà par l'atelier, c'est juste un tissu imbibé de cire d'abeille naturelle et tu peux l'utiliser, tu fais n'importe quoi avec, c'est très étanche. Donc tu fais tes petits tests, tes petits calculs, puis tu reviens vers nous et je vous transmets l'information. Bon, super. Et donc merci pour ça. Et on va passer à notre deuxième sujet avec Félix qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui sur la labellisation bio des micropousses.
Je vous laisse peut-être vous présenter et puis introduire le sujet. Puis ensuite, l'idée, c'est de prendre les interrogations et apporter quelque chose. Ce qui m'intéresserait, ce serait d'avoir une idée qui y a devant moi. Ok. Alors, je ne vais pas faire un tour de table. On peut lever la main, par exemple. Non, mais éventuellement, à vous de me présenter peut-être l'auditoire dans son ensemble. Alors, les producteurs de micro-pousses peuvent-ils lever la main ou ceux qui portent un projet de s'installer C'est déjà pas mal. Ça donne une idée. Les autres, on a des instituts de recherche, des organismes d'accompagnement agricole, des instituts techniques, des étudiants. Le label agriculture biologique en France est né d'une séparation du label bio du label Nature et Progrès, ils se sont tous les deux distingués dans les années 70 sur la base d'un désaccord sur les modes de contrôle, principalement. Aussi sur veut-on être un label public ou un label privé. Donc le label bio est un label public aujourd'hui, un label aujourd'hui encadré par une réglementation européenne. La FNAB, c'est 10 000 adhérents agriculteurs bio qui adhèrent à des groupements d'agriculture départementaux, qui adhèrent à des groupements d'agriculture régionaux, qui adhèrent à la fédération nationale. Donc un réseau fédératif assez classique. On rassemble principalement des agriculteurs et des agricultrices en production végétale, en production animale, en élevage classique, céréaliers, maraîchers, arboriculteurs, viticulteurs, éleveurs, ovins, bovins, porcins. En gros, ce qui fait, disons, la majorité du profil agricole, que ce soit d'ailleurs bio comme conventionnel. 95% de nos adhérents, c'est ces productions assez classiques dans le domaine agricole. Donc on est peu, disons, connaisseurs, je pense, de vos problématiques. Et je pense que c'est un sujet important d'ailleurs pour comprendre les éventuelles difficultés que vous pouvez rencontrer. C'est que le label bio s'est construit d'abord pour la production végétale, en interaction après avec la production animale. C'est une histoire de transformation d'un label privé construit par des agriculteurs, des consommateurs, des nutritionnistes, des agronomes, etc. Ce label privé devenant un label public au cours des ans et aujourd'hui, comme je disais, encadré par un label européen. Donc le tronc commun de ce règlement et la base de ce règlement, c'est les productions végétales en pleine terre. J'insiste sur le en pleine terre, et les animaux terrestres. Donc les animaux terrestres, c'est plutôt pas trop les abeilles, c'est plutôt pas trop les poissons. Voilà. Même si les abeilles et les poissons, aujourd'hui on peut en trouver du miel bio et on peut trouver de la truite bio. On arrive un peu à notre sujet. Et donc en fait, le règlement aujourd'hui, il est européen. Ça veut dire quoi un règlement européen ? Un règlement déjà, ça veut dire, c'est un peu comme une loi au niveau européen, contrairement aux directives. Au niveau européen, les directives fixent des objectifs et les États membres font comme ils veulent pour atteindre ces objectifs. Les règlements, ils fixent les règles telles qu'elles doivent s'appliquer dans chaque État membre. Donc c'est le niveau le plus fort d'intégration, je dirais, juridique européenne. Et donc il est décidé par le co-législateur européen, c'est-à-dire le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne qui rassemble les gouvernements sur proposition de la Commission européenne. Donc tout ça, ça paraît quand même très techno, et ça l'est. En fait, le règlement européen de l'agriculture biologique, il est décidé par des gens qui sont loin des gens qui sont labellisés à la fin, et qui sont nos adhérents. Donc c'est un peu, ça c'est une tendance qu'on vit. Notre rôle dans tout cet écosystème, et j'en aurai fini peut-être pour parler du je parle, pour nous c'est toujours de représenter les intérêts des agriculteurs et des agricultrices bio, avec quand même une dimension chez nous de un peu gardien du temple, puisqu'on est le réseau historique de l'agriculture bio. Donc il y a d'autres réseaux qui peuvent exister, il n'y en a pas un seul qui soit consacré à l'agriculture bio comme nous, mais il y a d'autres organisations professionnelles agricoles que vous connaissez qui ont une idée de l'agriculture biologique qui n'est pas la même que la nôtre, potentiellement plus tournée vers le développement, etc. Développement économique, j'entends. Et aujourd'hui, donc nous, notre travail consiste à influencer les positions de la France au niveau européen pour défendre une vision de l'agriculture biologique qui serait la nôtre,
et influencer notre organisation européenne de l'agriculture biologique qui s'appelle IFOAM et qui défend une position des historiques de la bio au niveau européen. Tout ça pour dire que tout ça est un gros travail de plaidoyer, d'ingénierie, etc. Et si j'ai bien compris, donc il y avait des difficultés liées à la labellisation bio pour vous. Et je pense que ces petits éléments de contexte vont vous permettre de vite comprendre pourquoi ces difficultés peuvent apparaître. Peut-être Florence, je te laisse. Oui, est-ce que tu pourrais, en quelques mots, rappeler depuis quand, officiellement, la réglementation bio dont tu parles a légiféré pour donner des autorisations de certification bio à graines germées. Les produits hors terre. Non, pas le produit hors terre, à la micropousse. Graines germées, en fait. Alors, dans graines le règlement, germées, c'est écrit justement, graines germées, en tous les cas, c'est depuis longtemps, puisqu'il y a, comme tu disais, le rapport au sol, mais la graine germée fait partie des exceptions, au sens, depuis très longtemps, dans le sens où elle ne peut pas se faire autrement que hors sol, et puis elle n'utilise aucun sol. Elle n'utilise aucun sol. La graine germée, je ne parle pas de micropousse, là, on est d'accord, hein, graine germée. Et depuis 2020, si ma mémoire n'est bonne. 2020 et... Donc 1er janvier 2021, je crois. Ouais, 1er janvier 2021. Est-ce que tu peux juste rappeler En gros, le précédent règlement, déjà, il faut reprendre les bases. Le règlement bio, il consacre un principe de base, c'est le lien au sol. Donc ça veut dire que les plantes qui sont cultivées en bio, récoltées en bio, commercialisées en bio, elles doivent avoir été poussées dans le sol. Et le sol, c'est pas je prends le sol et je le mets sur une table et ça pousse là-dessus, c'est le sol en lien avec la roche-mère. Donc ça, c'est un principe de base. Toutes les productions qui vont déroger à ce principe vont du coup poser un certain nombre de problèmes. Les micro-pousses, les graines germées ne sont pas les seuls dans le cas. Le cresson, l'endive avec son forçage, voilà. Donc en fait, il y a eu un certain nombre de contorsions qui ont été introduites dans le règlement, mais qui sont toujours des formes du coup un peu hybrides et hypocrites en fait d'adaptation pour des raisons, je dirais, à la fois qu'on a des secteurs qui ont envie de se labelliser bio. Je pense qu'il ne faut pas non plus omettre la partie intérêt commercial pour les certificateurs d'avoir des nouveaux clients. Et ça, vous allez voir la commission en disant on a une super opportunité économique de développer la bio, machin, micro-pousse, ou cresson, ou je ne sais quoi. Il y a des gens au niveau européen qui sont tout à fait prêts à vous ouvrir les portes d'une labellisation. Et donc, en fait, moi, ce que j'ai compris, mais je suis pas, et très peu d'adhérence dans ce domaine-là, pas le domaine que je connais le mieux, mais quitte à ce que vous me challengiez si vous avez une autre lecture de la situation. Mais que, en gros, moi, j'ai regardé juste avant de venir le règlement avant 2021, parce qu'il y a eu une réforme du règlement bio donc en 2021. Le terme graine germée n'apparaît pas. C'est germe. Le terme germe, d'accord, peut-être que ça. Le terme germe apparaît, oui. Le terme germe, il faudrait que je le retrouve du coup. Et il apparaît comment? En tout cas, c'était... On avait le droit de produire des germes, mais en lien au sol ou hors sol aussi? Non, ça ne peut pas se produire en lien au sol. Donc, il y avait... moi, personnellement, en 2011, quand je me suis installée, mon OC, mon organisme certificateur, ne m'a posé aucun problème sur la graine germée. Okay. Et aujourd'hui, en fait, dans la nouvelle mouture, on a donc toujours le texte qui dit qu'il faut être en lien avec le sol, mais il y a un certain nombre de dérogations, parmi lesquelles il est fait mention des pousses et des graines germées. Alors, il y a des termes qui ne sont pas forcément ceux que vous utilisez, mais cette introduction du terme pousse et graines germées est assortie d'une contrainte qui est de dire qu'il faut que ce soit uniquement des milieux inertes qui ne vont pas apporter d'éléments nutritifs aux plantes, qui soient les supports de culture. Le problème, c'est que le type de milieu inerte n'était pas défini dans le règlement. Donc ça veut dire qu'on nous disait qu'il fallait que ce soit ça, mais on n'avait pas une liste de supports autorisés. C'est là qu'on en a discuté un peu en 2021-2022, puisque en gros le règlement était un peu idiot de ce point de vue-là, mais ça montre toujours le caractère, disons, un peu difficile d'intégrer des trucs un peu contradictoires avec les principes. En gros, le règlement disait, vous avez le droit de faire des graines germées ou des pousses sur des supports
qui n'apportent pas d'éléments nutritifs aux plantes, qui servent juste à lui apporter de l'eau. Et ces supports, vous devez les trouver dans l'annexe du règlement. L'annexe qui, en l'occurrence, liste des engrais amendements du sol. Donc c'est-à-dire qu'il y avait un truc en fait contradictoire en disant il ne faut pas que ce soit nutritif et en même temps on vous renvoie à une annexe qui en fait contient des éléments nutritifs. Bon, malgré tout dans cette annexe on trouve des choses qui n'ont pas une valeur nutritive très forte, copeaux de bois ou des choses comme ça. Oui. Je suis désolée, je vais devoir partir et je voulais juste parler de notre expérience. On est producteur de micro-pousses. Jusqu'à 2021, on avait l'agrément bio en utilisant la dérogation plants et herbes aromatiques en pot, qui eux peuvent produire en bio en étant hors sol, en terreau bio. Et donc à partir de 2021, on a été rangé dans ce nouveau règlement graines germées, micro-pousses, mais les 3/4 de notre gamme de micro-pousses poussent au stade vraie feuille. Et donc, c'est techniquement impossible de produire, selon la nouvelle réglementation, des micro-pousses en bio. Parce qu'au stade vraie feuille, les plantes, elles ont besoin de nutriments. Donc, au-delà de cette annexe, il manque, ou peut-être c'est pas clair, les substrats autorisés. Il y a un vrai problème de définition d'un micro-pousse. Et aujourd'hui, moi, je ne peux plus produire un micro-pousse en bio parce que c'est techniquement impossible. Parce que, si je comprends bien, l'introduction du terme micro-pousse... En fait, micro-pousse, c'est pas très clair. C'est-à-dire que ça peut être à la fois des pousses qui sont au stade cotylédon, qui vont mettre maximum 10 jours à pousser. Et là, effectivement, on peut produire un substrat inerte parce que l'énergie contenue dans la graine est suffisante. Mais ça peut aussi être des plantes qui sont poussées 2-3 semaines, qui ont une vraie feuille et qui ont clairement besoin d'énergie extérieure, de nutriments pour pousser. Et aujourd'hui, pour ces produits-là, qu'on les appelle micro-pousses ou autre chose, il n'y a rien, et donc on ne peut plus les certifier. Il y a, mais il faudrait que ce soit sur un milieu inerte. Oui, mais du coup, c'est pas possible. C'est pas possible puisque ça ne pourrait pas aller. Donc on ne peut plus les faire en bio alors qu'ils existent, ces produits. Non mais, excuse-moi juste pour compléter, ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on trouve des plants de basilic ou de ciboulette, donc plantes aromatiques. Donc là aussi, définition de la plante aromatique. Qu'est-ce qu'on met aromatique pas labellisé bio dans des pots vendus bio. Donc pour nous, il y a une incompréhension de pourquoi est-ce qu'on refuserait de faire de la micro-pousse sur terreau labellisé bio alors qu'on autorise un horticulteur à faire de la vraie pousse sur terreau. On va avoir plusieurs réponses potentielles, mais il n'y a pas de réponse satisfaisante à cette question. Pour la première... C'est une dérogation. C'est une dérogation, donc en fait elle est contradictoire. En fait, il faut avoir en tête que du coup, on a introduit l'autorisation de faire du hors-sol en faisant tout ça. Alors que, a priori, la bio, c'est pas du hors-sol. Il faut avoir en tête en plus que avant 2021, les Danois, les Suédois, les Finlandais, ils faisaient du hors-sol en bio pour de la production maraîchère, production de légumes, disons, en production finale. Ce qu'ils ont appelé des productions sur carré délimité. Pourquoi ? Parce que chez eux, le sol il est gelé 4 mois par an ou 5 mois par an et que c'est difficile de produire ce que le modèle occidental de consommation leur a proposé depuis quelques décennies. Donc ils se sont mis à faire ça, sauf que ce n'était pas cohérent avec le règlement bio. Et donc on leur a dit vous arrêtez. Mais le prix pour dire vous arrêtez au pays du Nord, ça a été de reclarifier vraiment les limites, mais du coup faire des limites aussi un peu arbitraires. Les plants, on a plein d'adhérents pour le coup qui vendent des plants à des consommateurs en vente directe, qui font des petites pépinières chez eux et qui les vendent au printemps pour les jardins de leurs adhérents à MAP ou je ne sais quoi. Et c'est vrai que ça c'est un truc assez important, c'est un truc typiquement on s'en est rendu compte au moment du Covid, quand le Covid est arrivé mars-avril, c'était vraiment la pleine vente des plants et on leur a dit plus de vente à la ferme. Et c'était une part importante de leur chiffre d'affaires. Et du coup, je pense que tu vois, c'est lié à une configuration de marché qui existe comme ça, sachant que le plant a vocation potentiellement à être planté. Mais pas forcément. Pas forcément. Mais bon, il y a toutes ces situations où il a vocation à l'être, donc à retrouver un lien au sol.
Donc, tu vois, c'est un peu un Non, truc. mais c'est simplement qu'il faut qu'on arrive à clarifier la définition de micro-pouce et avoir la dérogation de micro-pouce. Alors, il n'y a pas de dérogation possible de ce point de vue-là. Alors, Je pense. Bon, bah, je vais prendre mon train. actuellement, dans tous les cas, il me semble que dans la, C'est vraiment que je dois y aller. dans la législation actuellement de la dérogation de la micro-pouce, il est défini comme une tige et ses cotylédons. Effectivement, ça ne va pas jusqu'au greffeuil. Bah, Dans la réglementation sauf que actuelle. là, du coup, ils n'ont pas de Voilà, ils n'ont pas de Désolée. Non, mais pas de problème. Mais si vous voulez régler le problème, il faut éventuellement le vendre comme un plan. Il faut essayer de Mais montrer. c'est ce qu'on faisait avant, sauf Ouais. qu'on maintenant on peut plus. On nous a retoqué. Vous pouvez contester la position du certificateur. Si c'est un plan, c'est aussi si le plan Quelle est la définition du plan alors, au niveau de la réglementation? Quelle est la définition d'un plan? Il doit y avoir une réglementation générale qui définit ce que c'est un plan, mais déjà je pense que c'est assez compliqué. Ça, j'ai pas la définition exacte. Et déjà, en fait, il faut que ce soit un plan de plantes aromatiques ou des choses comme ça. Ah, voilà. Les déchets plastiques qui restent. Donc il y a des questions, ouais. Je vais commencer à... Il ne peut plus y avoir de dérogation. Parce qu'il n'y a jamais eu de dérogation en fait de ce point de vue-là. C'était une règle, disons, aménagée éventuellement pour les graines germées ou pour les plants, mais qui n'était pas octroyée sous la forme d'une dérogation. C'est-à-dire vous aviez le droit de le faire quand même en bio, ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On a introduit ce terme micro-pouce qui correspond à peu près à ce qu'ils font et à ce qu'ils faisaient à l'époque sous l'angle plan, vendu en pot. À partir du moment où le certificateur, lui, voit qu'il y a le terme micro-pouce qui est introduit dans le règlement, il arrive sur l'entreprise de madame et il dit « Bah ouais, mais là maintenant, j'ai dans le règlement un truc qui correspond mieux à ce que vous faites que ce que j'utilisais comme catégorie précédemment. On disait que vous vendiez des plans, maintenant j'ai quand même le terme micro-pouce, et c'est quand même une micro-pouce que j'ai un peu sous les yeux, plus qu'un plan de ce point de vue-là. Et donc en fait, ça a fait rentrer l'activité de madame dans une catégorie et dans un régime réglementaire qui est celui du coup de l'interdiction d'avoir des supports fertiles, nutritifs. Et donc une fois qu'on est dans cette situation-là, on est coincé. En plus, c'est dans un règlement qui est pour le coup le règlement de base, donc qui est très difficile à modifier.